Merci à tous. Bienvenue dans cette session REX Emploitique. Je tiens à remercier nos sponsors, nos partenaires, sans qui cet événement n'aurait pas pu voir le jour. Bienvenue à tous. Donc là, on va partager avec vous en fait ce retour d'expérience emploitique. La transformation en fait DevOps et agile. Donc là, en fait, j'allais en fait au début prendre le temps de vous demander en fait la langue que vous préférez qu'on utilise, mais je pense que dans l'événement, j'ai vu que on était plus sur Derja ou un peu de français, donc je pense qu'on va aller sur ça aussi. Donc, s'il y a des gens qui ont une préférence différente pour l'anglais, il n'y a pas de problème, on peut s'adapter aussi. Vous pouvez mettre ça sur le chat. Donc, moi, je m'appelle Abslam. Je suis consultant DevOps Agile chez Microsoft. Je couvre la région en fait US et Canada. Et j'étais en fait le CTO, donc le directeur technique d'Emploitique pendant de nombreuses années. Et donc, j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de partager ça avec vous, avec mon ami Hamid, qui est aujourd'hui justement le CTO actuel. Hamid. Bonjour tout le monde, donc ravi de partager ces moments avec vous. Donc moi c'est Hamid Benachour, donc directeur technique actuellement d'Emploitique, PhD en intelligence artificielle et recherche d'information, et Scrum Master et coach agile aussi. Donc merci Abslam pour l'introduction. Donc on va essayer de partager avec vous l'histoire et la réussite d'Emploitique de mener à bien et d'installer les pratiques agiles et DevOps en général. Donc, en revenant dans le temps, on va essayer de partager avec vous les moments les moments clés, les moments difficiles de notre entreprise dès le lancement. Donc, la présentation sera une sorte d'une timeline. Donc, on va revenir dans l'histoire, donc de 2006, au lancement de l'entreprise. Donc, on va revenir jusqu'à 2006, au lancement d'Emploitique. Donc, c'était en 2006, c'était la V1, c'était une nouvelle start-up. Donc, on va essayer de passer par tous les moments clés. Donc, 2006, en 2010, deuxième version d'Emploitique, le web is evolving. Donc, accélération sur le web et accélération de toutes les applications et tout. Donc, on va essayer de partager avec vous les moments qu'on a passés sur la plus grande partie ou le plus grand succès et échec en même temps. On verra ça après. On va contraindre. Donc, c'était la refonte complète de l'infra et du site Emploitique, Emploitique 3.0. Et 2017-2018. Donc, après, c'était l'exportation de nos services à l'extérieur, donc en Afrique. Et enfin, en 2020, et tout ce qui se passe actuellement à Emploitique et nos challenges, nos nouveaux challenges et où on a actuellement aujourd'hui, mais la DevOps Acceleration et tout ce qui est cloud, tout ce qui est Scrum, Agile, etc. Donc, on verra ça à peu près rapidement en détail. Donc, on va commencer en 2006. C'était le lancement. C'était une nouvelle startup, Emploitique, une nouvelle application, un nouveau site. Donc, voilà, Startup is born. Donc, ça, c'est pour encourager les gens qui vont lancer des entreprises et tout. Ben, les débuts sont toujours difficiles. Ben, voilà à quoi ressemblait Emploitique à l'époque. Voilà. Il faut pas de darko, hein, parce qu'en fin de compte, on va revenir un petit peu à l'arrière. Donc, en 2006, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, voilà Google à quoi ressemblait à l'époque. Ben, il y avait Facebook. Il y avait aussi Yahoo. Et voilà, la cerise sur le gâteau, c'est Windows Vista. Bon, allez, je fais bien sûr. Donc, ça, c'était en 2006. Donc, c'était le lancement. C'était compliqué, bien sûr. C'était un genre de management, disons, à la va-vite, jour le jour. C'était chaos, quoi. Donc, c'était le chaos. Il y avait ni Scrum, ni Product Management, ni rien. Il y avait plusieurs produits. Donc, à chaque lancement, donc, on se focalise bien sûr sur plusieurs produits. Donc, on ne sait pas qui va réussir et qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc, c'était quoi? Donc, c'était la situation de toutes les startups ou de tous les nouveaux projets. Donc, un peu compliqué. Le lancement très difficile, bien sûr, dans un garage ici à Draria. Donc, avec bien sûr les cofondateurs, Luay et Tariq.
Voilà, donc ça c'est pour revenir un petit peu à l'arrière, à 2006, et voilà, histoire de donner un peu d'espoir aux gens qui vont lancer des projets prochainement et qui vont se dire oui, il faut y aller directement sur les nouvelles technologies et tout. Ben non, c'est une entreprise peut donc bien sûr aller commencer de zéro et bien sûr évoluer rapidement. Voilà donc Abdeslam, pour la partie. Ouais. Donc en 2010, alors 2010, c'était plutôt 2009 à peu près. Donc en fait, l'idée était de lancer en fait une refonte du site. Pourquoi? Parce que le web, comme on est en train de le dire, the web is evolving. Donc il fallait donner un petit peu un coup de, on va dire, de renouveau au site. Et en faisant ça, en fait, par la même occasion, on a pris le temps de refaire beaucoup de choses sur la partie technique, etc., utiliser un nouveau framework. Donc ça a donné ça au final en 2010, c'était en avril 2010, donc ça a donné ça. Et quand je vois ça, j'ai tout de suite un coup de vieux là, je me rends compte que ça fait 10 ans quand même. Alors le contexte de l'époque, c'est quoi? C'était premièrement le projet en soi, projet d'Empathic 2.0, c'était un projet qui était vraiment challenge, donc je trouve pas d'autre mot, hein. C'était vraiment compliqué en fait. On a livré en retard, hors budget, hors délai, hors toute norme. Il y avait beaucoup de bugs, il y avait beaucoup de problèmes techniques, etc. Donc c'était vraiment un projet entre guillemets d'apprentissage. Mais en fait, c'était géré comme Hamid a expliqué, c'était géré en mode startup, etc. Donc c'était un peu entre guillemets un peu normal. Donc c'est là en fait on s'est rendu compte justement que on peut plus se permettre de continuer comme ça. On n'est plus une start-up en fait, ça faisait quand même 4 ans qu'Empathic existait. Donc il y avait des problèmes de réputation qui pouvaient en fait impacter l'avancement. Il y avait de la compétition qui commençait on va dire, à monter, etc. Et donc là, c'est là on s'est dit, on n'a pas dit, allez, on va faire de l'agile, c'est pas du tout ça, mais on s'est dit, il est grand temps qu'on fasse quelque chose à propos de notre façon de gérer l'IT, de manière générale. Donc c'est là où 2010-2011 à peu près, hein, 2000, je pense. Ouais, octobre-novembre 2010, vers la fin 2010, début 2011. Donc, on a dit, tiens, on va essayer une implémentation Scrum. Donc, c'était tentative numéro 1. Bien sûr, je suis en train de spoiler parce que l'image montre clairement que ça n'a pas du tout marché. Donc, c'était donc tentative 1 qui était plutôt un échec. Donc, en gros, pour le contexte, premièrement, c'était une décision, entre guillemets, interne. Donc, c'était pas entre guillemets, c'était pas validé avec la direction ou la CHH. C'est juste donc les techniciens entre eux, les ingénieurs, etc. Et voilà, on doit faire quelque chose par rapport à ça. Donc on a décidé d'aller sur Scrum. On a commencé par des implémentations très basiques. Donc c'était pas une implémentation réelle en fait de Scrum. Donc on a fait quelques petits ajustements, quelques améliorations. Je dirais plus c'est implémentation de pratique agile et pas implémentation agile. Et puis, c'était le moment où on a recruté justement un nouveau chef de projet ou IT manager, si vous voulez, pour justement prendre en charge tout ça. Donc, en gros, en termes d'action, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que j'ai appelé ça Multi-Source Practices Implementation parce que, en fait, je rappelle juste pour le contexte, hein, 2010, c'était la première version la première édition en fait du Scrum Guide, qui est aujourd'hui la dernière version de 2020. Que je vous encourage d'ailleurs à aller consulter parce qu'il y a eu des mises à jour. Mais ça veut dire que même Scrum n'était pas aussi officiel que ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'était un peu bizarre en fait. On essayait de trouver n'importe quelle source d'information qui disait voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut travailler, etc. Donc on a commencé par faire donc les daily Scrum et on les appelait pas comme ça évidemment, on les appelait stand-up meeting tout simplement. Et puis ça durait pas du tout 15 minutes, hein, contrairement à ce qui est vraiment recommandé. Des fois, c'était 15 minutes, des fois, c'était 20 minutes, c'était enfin bref, c'était pas vraiment efficace. On a créé un backlog, donc ça, c'était bien, qu'on a centralisé. Au début, c'était un free mind, donc c'était un mind map. On m'a dernier sur un whiteboard, sur un tableau blanc qu'on avait dans la salle technique. Mais en tout cas, on avait un backlog. On essayait de faire les sprints, mais c'était pas vraiment des sprints, c'était plutôt des priorités de la semaine. Ça changeait tout le temps, enfin bref, c'était vraiment le chaos. Et puis, on n'avait pas de Scrum Master, on n'avait pas de Product Owner parce qu'on ne pouvait pas se permettre, tout simplement. Il fallait recruter, etc. Donc, c'était compliqué. Mais par contre, ce qu'on faisait, c'est que ça, je le faisais. En fait, c'est mon rôle en tant que responsable justement du département. On a mis en place des règles pour protéger les développeurs parce qu'en fait, à l'époque, un commercial يعيط له client يقول له voilà il y a كاين مشكل عندي مشكل في السيت ولا ما على باليش
Le commercial, il dit la salle تاع l'équipe des développeurs, يقول له il y avait Youssef Habib à l'époque, Hamid n'est-ce pas? يقول له يوسف والله عندي مشكل في الكليون هذايا يقول له c'est quoi le problème؟ يبدا يفهمه ومن بعد يروح يشوف الكود ومن بعد اوكي j'ai compris. يسقم المشكل ويديروا en production direct. Vraiment, c'est du n'importe, enfin, on pouvait pas prédire le travail avec ça. C'était vraiment compliqué. C'est le moment aussi où on a installé un ALM, donc Application Lifecycle Manager. On a utilisé Redmine à l'époque, qui est très bien en fait. C'est une très belle application à l'époque. Et puis on a mis en place quelques pratiques techniques, genre versionning du code sur SVN, etc., des process de test et des trucs comme ça. En termes de résultats, bon, alors évidemment c'était pas top, je l'ai dit tout à l'heure. Le flow du delivery en fait n'était pas stable, donc on n'arrivait pas en fait à faire des projections, etc. Donc des fois on livrait bien, des fois non, des fois en retard, des fois à l'heure. Enfin c'était vraiment c'était pas stable. On a fait quand même quelques optimisations locales, donc il n'y a pas eu d'impact sur l'entreprise, c'était juste au niveau de l'IT. Et finalement on n'arrivait pas en fait à mesurer le retour sur investissement de cette implémentation-là, qui a duré à peu près 6 mois, on va dire, de test. Après, justement, on s'est dit, bon, on a fait un premier jet, on a goûté un petit peu, donc on s'est rendu compte que c'était intéressant. Donc c'est là où on a décidé de faire une deuxième tentative. On s'est rapproché un peu plus quand même d'un truc, entre guillemets, sérieux. Et justement, donc c'était en 2012 à peu près. Donc en termes de contexte, cette fois, on a eu le sponsorship on va dire executive sponsorship. Donc on s'était aligné avec la direction, avec l'OA justement, Thaler à l'époque, pour dire voilà, on a vraiment besoin de vous pour justement dégager des budgets, etc. pour cette transformation-là. Et puis recruter les gens qui manquent, etc. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, la différence majeure, la BIN 2010, 2011 et 2012 et la suite. Et puis on a décidé de faire un focus que sur Emploitic. Hamid tout à l'heure a dit, il y avait Kharja, il y avait d'autres plateformes. Là, on a dit, il faut qu'on reste sur Emploitic.com. Cependant, on avait toujours, en fait, on était toujours victime, si vous voulez, de ce qu'on avait livré en fait en 2010. Donc là, on va dire la qualité technique du produit n'était pas à top parce qu'en fait, pour les raisons qu'on connaît, que j'ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, en fait, le legacy qu'on avait nous causait pas mal de soucis en fait. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par une formation, faire former tout le monde en fait. On a fait ça avec l'entreprise Deltalog, Monsieur Saïd Babassi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'était très bien dans Deltalog. Je me rappelle qu'on avait, comme en fait il y avait des budgets à négocier, etc. Enfin, on avait négocié avec des entreprises partenaires avec qui on a un mot, donc proche, MMC Digital et Medencom, donc Nassim Nounes, il y avait Thaler aussi. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour pouvoir mieux négocier, donc on a ramené plus de monde, Michel et 4 d'autres. Comme ça, le budget de la formation pouvait être gérable et absorbé en fait par la direction. On a aussi fait en sorte que, enfin, j'ai mis Scrum Books, on a mis Scrum Books, mais c'est pas que ça, donc des books de manière générale. On a mis en place, donc on a acheté des livres, etc. On s'est assuré que les gens avaient accès en fait aux formations nécessaires pour qu'ils puissent en fait se former eux-mêmes. Donc il y avait ce livre en particulier qu'on a pas mal utilisé, donc la seconde édition, Claude Aubry, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, parce que la version française, on va dire, Scrum. Donc franchement, ce livre était très bien, ça expliquait vraiment bien en détail ce qu'il fallait faire, etc. Même si on bat le passage du livre à l'application, c'était un peu compliqué. En termes de pratique, donc là, on a commencé par le Daily Scrum, donc un vrai Daily Scrum, donc il était géré proprement. Sprint Planning, on appelait à l'époque Poker, ou je pense, Hamid, mais comme tu as le Poker. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Donc on appelait ça le Poker, c'est un peu mignon, mais voilà, c'est Sprint Planning, et on faisait ça en fait avec la technique du Poker Estimation. On faisait des sprint reviews, mais c'était pas systématique, hein, donc on les ratait souvent. Et puis les rétrospectives étaient loin d'être efficaces. On était encore en train de tourner autour du pot, on savait pas trop comment aborder la question. On prenait des décisions, mais on les appliquait pas. Enfin bref, cette partie-là n'était pas encore top. Les estimations se faisaient en heures à l'époque. C'est ce qu'on faisait en fait. On s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée après, mais en tout cas à l'époque c'est ce qu'on faisait. Et puis c'est le moment où on est passé de SVN vers Git.
parce que Git en fait offrait une flexibilité qu'on pouvait pas en fait, qu'on n'avait pas sur SVN pour tout ce qui est branches, etc. Gestion des branches. Donc on avait voilà, ça c'est un exemple de backlog. Donc c'est une vraie photo qu'on a pris dans les locaux de pratique. Un backlog en fait avec les post-it, etc. Où vous pouvez voir en fait le burn down chart. Donc on avait vraiment un suivi quotidien, etc. Donc ça c'est avec ça qu'on traçait les donc ça à droite c'est Bouken en fait qui est en fait un lead, enfin qui est développeur en fait chez Employtique. Je pense qu'il y est toujours, hein, Hamid. Oui, notre lead architecte aujourd'hui. Ouais, architecte, pardon. Architecte. Ouais. À l'époque, c'était un lead dev, c'était un dev senior plutôt, et donc là, on traçait en fait le burn down avec le balai, etc. Et ça, c'était une porte en verre qu'on avait face à l'équipe technique. Et des fois, les clients, quand ils venaient en pratique, c'est RH, hein, c'est les clients RH, etc. Qui disent, ils chauffent en hackdeck, ils chauffent plein de couleurs, plein de trucs derrière. Ils comprenaient rien, ils disaient, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ça faisait un peu Einstein, mais voilà, c'était pas mal. Donc en termes de challenge, en fait, déjà premier, c'était en fait, on était obligé quelque part quand même de rester conforme au process corporate en fait d'Employtique, qui était eux basés sur on va dire une tendance par trimestre. Et donc on était obligé de faire du long term planning. Donc on utilisait la release, le concept de release, donc qui a disparu finalement dans Scrum, mais en tout cas on utilisait le concept de release. Et c'était pas du tout, enfin ça marchait pas quoi, parce que obligé d'estimer sur les 3 à 6 mois, etc. Juste pour être conforme avec les règles. La définition de succès n'était pas claire en fait. Fin du trimestre, il y a des choses qu'on a changées, qu'on a livrées, il y a des choses qu'on n'a pas livrées parce qu'il y a eu des mises à jour, etc. Mais on savait pas dire oui c'était bien ou pas en fait. On n'avait pas clairement défini ce que c'était le succès. Il y avait des rôles qui manquaient toujours, donc Scrum Master, Product Owner, du point de vue genre Scrum Master full time, etc. Donc on n'avait pas ça. Donc c'était un peu moi qui jouais un petit peu les deux rôles, c'était compliqué. La partie technique, on était toujours victime de ce qu'on avait mis en place. Donc ça nous retardait. En fait, la dette technique, c'était le moment où on a vraiment senti le poids de la dette technique en fait. Et puis en termes de mesures, etc. Donc c'était difficile de garder vraiment, de suivre en fait ce qui se passait. On avait un problème de discipline. Et puis à ce moment-là, on était encore en train de noter les heures qu'on consommait, etc. C'était pas, voilà, c'était encore les prémices. Donc finalement, en termes de résultats, le ROI était toujours pas clair, c'est sûr. Le retour sur investissement, du point de vue management, business, etc., c'était pas clair. On avait un flow qui était plus prévisible, certes, donc c'était plus carré, plus clair, plus ou moins, mais on n'arrivait pas à faire le lien avec le business. Est-ce qu'on gagne de l'argent grâce à ça ou pas? Bien sûr, on avait un engagement au sein de l'équipe qui était meilleur parce que tout le monde sentait qu'il faisait du meilleur travail, etc. Donc, on travaillait selon les normes, entre guillemets, donc c'était bien. Et puis, il y avait en fait, clairement, on est arrivé à un point où l'IT et le business, en fait, on était mieux alignés sur les visions, sur la stratégie, etc. Donc, c'était beaucoup mieux. Alors, après vient 2013, on s'est dit, là, vraiment, on s'est rendu compte qu'on était vraiment, là, le poids de la dette technique, il devenait trop important, on va dire. Et on s'est dit, bon, c'est le moment de devenir vraiment, vraiment sérieux par rapport à ce truc. Il faudrait qu'on fasse vraiment quelque chose. Donc, c'est là où on s'est dit, on a décidé, on doit lancer Employtique 3.0. Donc, on doit refaire la plateforme, on doit restructurer notre façon de travailler. Donc, en gros, c'était, pour donner le contexte, donc, il s'agissait de full refactoring de la plateforme technique. Donc ça, Hamid va en parler un petit peu tout à l'heure, mais une réorganisation totale du département, donc recruter de nouveaux rôles, etc. Vraiment les grosses décisions, hein, là, c'était vraiment les grosses décisions. Et puis, on s'est dit, là, il faut vraiment qu'on commence à appliquer Scrum comme il se doit, une vraie implémentation avec tous les rôles, etc. Et puis, on a mis DevOps comme une vision, comme un target. On se disait, donc, il faut qu'on arrive à un level en fait, d'automation, etc., qui nous permette de tirer profit de la technologie, etc. Donc, en termes d'action, donc comme je disais, on a décidé de reconstruire la plateforme from scratch. Donc c'est vraiment c'est une décision de la folie en fait. Hamid, tu t'en souviens? Ah oui, c'est oui. Une décision. Ouais. Aujourd'hui, je suis pas sûr que j'aurai la force en fait de refaire ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on avait décidé de faire.
On avait décidé aussi d'améliorer l'architecture. Et puis, Je prends le volet IA hein, parce que voilà, je me suis d'ailleurs recruté dans ce sens. Donc moi, j'étais PhD en IA et donc je remercie Emploatic déjà de m'avoir donné la chance et surtout Abdeslam bien sûr de travailler sur quelque chose que j'aime et qui me tenait vraiment à cœur. Donc je le fais jusqu'à aujourd'hui. Hein, donc tout ce qui est Emploatic te remercie aussi. Machine learning et tout. Donc, on a essayé de rajouter une couche quand même de sémantique à nos outils. Et voilà, donc c'était déjà à l'époque, en 2013. Hein, en 2013, en Emploatic, on parlait de IA et de machine learning et de moteurs de recherche, disons, sémantiques ou bien semi-sémantiques. Donc, pour vous donner déjà la vision futuriste des décideurs et de management, et l'impact de management à le produit, au fait. Donc, on parlait aussi, donc, on a fait de la UX process, donc, on a essayé de refactorer le process UX et de l'implémentation de tout ce qui est interface, tout ce qui est user experience et tout. On a essayé donc, pour une première approche, donc, de mettre en place, donc, on n'avait pas essayé, on l'avait fait effectivement. Donc, des QA process, donc on a implémenté les QA process, donc c'était manuel, mais imaginez l'impact en automatisant cet aspect-là. Donc, déjà à l'époque, en le faisant manuellement, donc, il y avait un grand impact surtout sur la qualité et le rendu final de nos applications. Et bien sûr, en voyant l'impact, le fait ce qu'on avait fait, donc, on avait pris la décision de mettre la QA Automation comme étant un target donc, pour l'avenir. Donc, je vais arriver, je vais en venir après, en parler un petit peu actuellement ce qu'on veut et ce qu'on fait actuellement. On a eu la chance de trouver Manel, qui était en fait notre QA manager, en fait, qu'on avait recruté à l'époque. Et elle faisait de l'excellent travail. Et en fait, on avait quelqu'un dédié 100% pour les tests. Je sais que c'est rare. En tout cas, ma cache. Ouais, justement. Mais sincèrement, c'était clair. Exactement. C'était vraiment une très, très, très bonne décision donc d'avoir un QA dédié dans ce sens. D'ailleurs, son travail, le travail de l'équipe a été vraiment très, très visible sur nos applications avec un niveau très, 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 très élevé bien sûr, du delivery, de value et bien sûr de stabilité du produit. Je me souviens aussi qu'on avait travaillé à le deployment automation. On n'imaginait pas que c'est voilà Kubernetes, tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'était juste un script, un script interne qui faisait de deployment automatisé donc sur nos serveurs prod. La même chose donc pour la transition, donc on avait transité vers GitLab et Trello. Donc voilà, je rappelle que Trello à l'époque en 2014, donc qu'il a commencé à s'appeler Trello. Donc à l'époque déjà on avait commencé à utiliser GitLab, donc pour gérer pour toute la gestion du produit derrière. Bon, bien sûr en parallèle, donc on avait procédé au recrutement et renforcement de l'équipe. Donc ça, c'est important, c'est très, très important. Il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut s'entourer des gens qui vous poussent, bien sûr, à améliorer, à travailler et non pas à régresser et tout. On en parlera ça après, les tips à la fin. Donc, Abdeslam a quelque chose à vous dire dans ce sens. Donc, on avait recruté des fronts, des QA engineers, des IA et tout, la sécurité. Donc, on avait renforcé l'équipe sur tous les fronts. En termes de Scrum et de gestion de produits, de gestion de projets, donc enfin, on avait commencé à implémenter Scrum et Agile sérieusement. Donc, on avait commencé à mettre en place donc un PO dédié, un Scrum Master. Donc, moi personnellement, j'ai occupé à plusieurs reprises la casquette de Scrum Master. Bon, c'est pas à plein temps, ça reste quand même une entreprise, donc une équipe technique de 10 à 15 personnes. Donc, j'ai occupé le rôle de Scrum Master en parallèle. Bon, c'est pas vraiment facile à faire, bien sûr. En tant que développeur, bien sûr, on est nous, voilà, à notre coin et personne ne nous dérange et tout. Et voilà, tu te retrouves avec la gestion bon, machine équipe, mais donc la gestion et voilà donc le respect et tout des pratiques agiles. Donc, c'était pas assez facile à faire. Mais bon, ça s'apprend et avec le temps, ça devient vraiment facile et très très simple à faire. Donc c'est juste كما نقولوا حنايا عوايد لازم تتبعهم chaque jour et tout. À certains moments, ça devient de la routine quoi. Et donc avec ça, donc on avait des outils de measurement, donc une vélocité, disons soi-disant
stable, bon, pas stable, mais au moins prédictible, quoi. Et enfin, donc, on a pu livrer, en fin de compte, le résultat de tout ce travail. Donc, c'était la livraison de Emploatic 3.0, donc le site, voilà, qui est jusqu'à aujourd'hui donc fonctionnel en prod. Donc, c'était vraiment la grande satisfaction. C'était satisfaction interne, satisfaction d'équipe. Donc, la réussite d'un très, très, très gros projet. Je vous rassure, hein, donc c'était vraiment beaucoup, beaucoup de diligence. C'est pas aussi facile que vous l'imaginez de refaire toute une application et qui fonctionne, bien sûr, en parallèle. Hein, donc, c'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure à Tslam, bon, c'était un grand succès et un échec en même temps, parce que c'est vraiment pas facile à faire et c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais, Voilà. effectivement. Effectivement, en fait, donc en fait, en termes de résultats, à part ça, au final, on a eu un alignement qui était meilleur vraiment entre l'IT et le business parce qu'on est arrivé à s'entendre. Comme Hamid l'a dit, en fait, c'est vrai que le projet était vraiment complexe. Et Deadna faisait le faire en fait. Les nuits blanches aussi, c'est une preuve que que Sustainable Pace n'était pas du tout appliqué, hein, qui est la huitième ou la septième des 12 valeurs de l'agilité. Donc on n'était pas vraiment encore à ce niveau-là. On n'arrivait pas en fait à être prévisible, predictable sur des horaires normales, etc. Donc on avait vraiment besoin de faire. Mais en tout cas, en termes de résultats, donc le projet a été livré, on a amélioré l'alignement, on a eu une satisfaction interne qui était vraiment énorme. Donc les commerciaux, etc., les équipes marketing, etc., ils avaient plus confiance dans le produit, dans ce qu'on livrait, notamment quand on a intégré tout ce qui est sémantique, etc. Je me rappelle que tout le monde était content, la vitesse des moteurs de recherche, les résultats, etc., la précision, etc. Et puis les process DevOps, les process de dev, etc., étaient devenus très clairs pour tout le monde. Donc tout le monde savait qu'il y avait des mises à jour tel jour, qu'il y avait ce cycle de travail, que si tu fais tu crées un ticket pour les bugs, etc., ben ça sera pris en compte à un moment donné forcément. Donc c'était plutôt ça, c'était très bien. Donc la machine était vraiment tournée. C'est ce qui nous a donné justement la confiance pour qu'en 2016 on prenne la décision d'aller à l'international. Donc ça, on s'est dit maintenant il faut qu'on aille vers l'extérieur. Je vois en fait qu'il y a quelqu'un qui dit que le chat semble désactivé. Je sais pas si Rachida, tu peux confirmer ça. Le chat n'est pas désactivé. Nous avons des personnes qui nous écrivent. On a pas mal de questions. Cool. Pas désactivé. Je vous laisse terminer. Je regarde ça, Abdeslam. Je regarde. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Ça marche. Parce que je parle tout seul depuis tout à l'heure, c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul. Ça marche. Merci Rachida pour ça. Donc on a décidé d'aller vers l'international. Donc on a commencé vraiment l'expansion. On a pris la décision en 2016. On s'est dit bon bah en fait on a des produits qui marchent. On a des process qui sont solides. Une plateforme qui est solide aussi. Il n'y a pas de raison en fait pour qu'on puisse pas exporter ça à l'international. C'est vraiment une fierté en tout cas pour nous d'avoir voilà, c'est entreprise finalement algérienne avec tout le contexte algérien, hein, 100%. Donc il n'y avait rien entre guillemets d'extérieur. Quoiqu'il n'y a pas de mal en fait à importer des choses, mais en tout cas on avait 100% algérien made in Algeria et puis on a décidé d'exporter, d'aller donc justement vers l'international. Donc le contexte en gros c'était quoi? C'est que tout de suite ça nous mettait dans un contexte de nouveaux marchés. Donc il fallait qu'on revoie certains réflexes, etc., qu'on améliore encore plus notre qualité de delivery, etc. Et puis ça nous a entre guillemets obligés ou poussé en fait à créer des nouvelles plateformes qui se distinguaient, on va dire, du point de vue marketing de Emploitic. Donc il y a eu NovoJob et Talenteo qui est en fait le service dédié aux recruteurs spécialement, qui était avant couplé en fait avec Emploitic, qu'on a fait sortir et qu'on a mis à part. Et donc ça aussi, ça nécessitait certaine revue en fait technique, etc. C'était aussi le moment maintenant on avait 3 plateformes à gérer qui étaient toutes entre guillemets liées, mais finalement 3 différentes. Donc Emploitic pour le marché algérien, Talenteo, NovoJob pour le marché international, notamment africain, Maroc, etc., Côte d'Ivoire, et puis Talenteo pour les professionnels du recrutement. Donc là, en fait, ça nécessitait donc un nouveau mode de fonctionnement qui était Scaled Agile. Donc là, on avait plusieurs équipes qui fonctionnaient.
Donc, il fallait trouver, en fait, et ça demandait aussi qu'on apprenne de nouvelles choses. C'était aussi le moment où on a commencé à faire du growth hacking parce que tout simplement, comme on attaquait de nouveaux marchés, on savait pas trop est-ce que les fonctionnalités qu'on a prévues, etc., et la manière avec laquelle on les vendait correspondaient en fait aux marchés locaux. Bah, c'est simple. Ce qui marche en Algérie ne marchera pas forcément ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on avait voilà, commencé à D'ailleurs, si tu veux, travailler. Hamid, on a eu en fait vraiment, je me rappelle, en fait, on était choqués par d'avoir mis en place la fonctionnalité de postuler, qui est exactement la même que sur le marché algérien, mais au Maroc, ça donnait zéro résultat. C'était nul. Ouais. C'était choquant. En fait, la UX, c'était exactement la même, mais le résultat était différent. Pourquoi? Parce que les gens au Maroc consomment, on va dire, Internet de manière différente. On a appris, the hard way, comme on dit. Ensuite, il y avait en fait la dimension gestion des risques, parce que c'est bien d'être s'exporter, etc. Mais il fallait aussi s'assurer que le business local était up and running et qu'il n'y avait pas d'impact négatif sur ça. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen de gérer tout en même temps. Et puis, c'était le moment où on s'est attaqué en fait au découplage de l'architecture. Donc, c'est ça. Donc, en termes d'action, déjà. Donc là, c'est là où on a mis en place voilà, une équipe, disons, agile dédiée, donc avec un PO et un Scrum Master. Donc là, c'était vraiment, vraiment full et c'était vraiment, bon, on avait des discussions vraiment de haut niveau en termes de Scrum Mastering et tout avec Abslam. Donc c'était vraiment sympa. On a commencé à mettre en place des outils et donc pour le Continuous Frequent Process Improvement. Donc, on a introduit le growth hacking. Donc, qui dit growth hacking dit une meilleure mise en prod rapide ou la delivery rapide. Donc, il faut vraiment et rapidement mettre en ligne et faire des hypothèses, valider rapidement et échouer rapidement. Voilà, et échouer vraiment rapidement. Donc, on a commencé à mettre en place donc tous les outils DevOps et tout. Donc, on a mis en place QA Automation, donc on a commencé avec Selenium et tout, et aujourd'hui on utilise Cucumber pour ça. On a commencé à découpler un petit peu l'architecture parce qu'on avait 2 ou 3 applications conçues à la base comme une seule, et aujourd'hui donc on se retrouve avec 3 ou 4 applications en parallèle. Donc on a essayé donc de les splitter. On avait aussi des pratiques vraiment qu'on a mis nous en place. Donc pour vous dire que Scrum c'est pas vraiment quelque chose qu'on suit à la lettre, mais qui s'adapte aux gens, qui s'adapte aux équipes, qui s'adapte à la culture et tout. On avait ce qu'on appelle le Open Week. Donc il y avait une semaine chaque 3 ou 4 sprints, je me souviens pas. Oui, les développeurs ou tout le monde fait ce qu'il veut l'équipe. D'accord. Chaque les 5 sprints. Voilà. Merci Abdel. Voilà. Donc, on a essayé donc de manager l'équipe et de réorganiser les équipes, donc pour mieux avancer et délivrer rapidement et bien sûr avoir un grand impact de valeur ajoutée sur nos produits. Et donc le résultat, donc vous voyez, donc c'est le Talentio qui est la TS ou l'application dédiée aux recruteurs. Donc ça, c'était en 2017. C'était nouveau job, good morning, voilà, nouveau job, Talentio. Donc c'était voilà, good morning Africa quoi. Donc oui, on a exporté nos outils, on crée à l'extérieur, à l'international. Donc aujourd'hui, on est présent dans plus de 5 ou 7 pays africains et on est toujours en phase d'expansion. Voilà, donc c'est là où 2018, je suis parti. Donc c'est là où on rejoint Microsoft justement. Donc c'est là où on a fait avec le projet. Bon courage. Donc ça, c'était la vision en 2017-18. On avait dit il faut accélérer. On avait aussi donc pas mal de problèmes. On a découplé, c'est vrai, l'architecture, mais l'architecture ou les outils ou nos plateformes étaient conçues à la base comme une seule application, comme je l'avais dit. Donc il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Donc c'est la même application donc sur 4 ou 5 fronts, et à chaque fois لازم لك دير delivery منا. Donc il faut pusher sur les 4 plateformes. Donc c'était خدمة زيادة عاود et tout. Donc on avait dit voilà, c'est le moment de revoir ce qu'on faisait et de faire les choses plus rapidement et d'améliorer rapidement nos produits. Donc qui dit rapidement, il dit voilà, automation.
Donc voilà, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'automation, et on avait changé de vision et de mindset. Donc voilà, donc c'est CI/CD Pipelines Implementation. Donc on avait implémenté GitLab et tout. On est allé sur un full QA automation. Donc aujourd'hui, on est jusqu'à 75%, 80% de test coverage. On avait implémenté Docker dans nos outils internes et même en test et tout. Donc on a essayé de mettre en place tout ce qui est dockerisation, virtualisation, donc parfois pour faciliter le développement premièrement et deuxièmement, et aller beaucoup plus tard dans tout ce qui est DevOps, donc Advanced DevOps, donc tout ce qui est Kubernetes et tout pour l'orchestration et la mise en prod. On avait implémenté aussi donc dans un sens où on travaillait sur le growth hacking, où il fallait s'orienter data, donc on a pivoté sur la data, sur ULK, Power BI. Et voilà, en interne, on l'appelait ça data. Donc, c'était juste une anecdote. Donc, pour vous raconter rapidement ce qui se faisait en interne. Donc, on avait pivoté sur cet axe-là, donc pour bien sûr visualiser et valider beaucoup plus les hypothèses qu'on faisait sur la partie produit. Donc, je vais le faire rapidement. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, on a consommé beaucoup de temps. D'ailleurs, heureusement, 2018, c'était voilà. Al-Hirak, donc il n'y avait pas grand-chose, sincèrement, avec tous les problèmes et l'aspect business qui était vraiment au ralenti en 2019. Et par la suite, la même chose, donc Corona, donc la preuve, aujourd'hui, on aurait aimé être dans une salle et partager avec vous ces moments, mais malheureusement, donc ça, disons, ça a un petit peu ralenti un petit peu la cadence et ça a poussé les entreprises beaucoup plus à rationaliser les ressources et tout, et à ne pas prendre beaucoup de risques et à ne pas investir beaucoup en temps de crise. Mais comme disait le verbe chinois, dans les moments de crise, il y a toujours des opportunités, je m'excuse, des opportunités à saisir. C'est là où une Emploatic aujourd'hui prépare la V4. Et la V4 qui sera vraiment le futur et avec beaucoup d'automatisation, beaucoup d'orchestration, beaucoup de voilà, donc on va investir beaucoup dedans et dessus et voilà donc bon, je te laisse Alfiane, on va finir rapidement avec le dernier slide. Le dernier slide, c'est donc ça c'est le dernier slide, c'est par rapport en fait à les rétrospectives si vous voulez et puis quelques astuces entre guillemets ou quelques tips donc on a appris durant tout ça. Donc, le premier, et ça ne veut pas avancer, ouais, c'est bon. Le premier, donc, c'est, ça, c'est un truc, bon, je mappe ça maintenant, je reviens sur le contexte algérien, je mappe ça à Ouchi Saraf Dzaïr. Moi, j'appelle ça, en fait, technical skills without organizational capabilities are hobby. Vraiment, c'est-à-dire que si on ne met pas l'accent sur la partie organisation, process, etc., et je me rappelle qu'à l'époque, quand on essayait de faire les process, etc., on avait beaucoup de critiques, en tout cas, sur l'environnement technique algérien. Techniquement, on n'était pas au top. Et c'est vrai, on n'était pas au top. Sauf qu'en fait, il ne s'agit pas de savoir implémenter, savoir développer. Il s'agit d'en faire une profession, d'être un professionnel du développement. Ça veut dire travailler en équipe, travailler en groupe, être efficace, avoir des process clairs, continuer à améliorer, etc. Si on ne fait pas ça, pour moi, c'est un hobby, ce qui est bien, c'est très bien, super, mais on n'est pas dans un contexte professionnel, mais en tout cas, ce n'est pas un contexte exportable, ce n'est pas un contexte international, c'est sûr. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Les capacités organisationnelles, je pense qu'ils doivent être au centre de tout. Les managers, donc, ou les leads, ou peu importe, je pense que le cœur de votre métier, ce n'est pas la partie technique. Vous avez des gens bien pour ça. C'est surtout la partie organisationnelle qui est importante. Le deuxième point, c'est les coachs. Alhamdoulilah, donc on a en fait des coachs qui participent à Agile Algeria, qui travaillent sur l'Afrique du Nord. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, je connaissais à l'époque Toufer. C'est le seul Toufer Frère hein, qui est en fait co-organisateur. Et donc ça, en fait, c'est une question aussi. Moi, je dirais, rétrospectivement, à l'époque, on a un coach pour nous aider. J'aurais fait ça, franchement. Parce qu'en fait, sans coach, tu peux apprendre peut-être plus de choses, mais tu vas perdre beaucoup de temps. C'est sûr. Maintenant, on a appris, alhamdoulilah, mais
Il y a des choses qu'on a appris tout Ça a de suite. duré longtemps, ouais, exactement. Ça a pris beaucoup de temps. C'était vraiment chaud. Troisième point, c'est la partie training. عادي نسمعها بزاف في الجزائر ثاني يقول لك حنايا وما عندناش لي فورماسيون وكذا ولازم يفورميونا ولازم ما عرفش واش ويكومباريو ثاني مع سكي سباس au niveau international. Moi, alhamdoulilah, ça fait maintenant 2018 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait, je sais pas, 30 ou 40, je sais pas, j'ai perdu beaucoup de pays en fait au niveau international et j'ai comparé. Donc US, Canada, etc., Europe, Afrique, Moyen-Orient, etc. J'ai pas fait l'Asie pour l'instant, mais Makash, Zama, oui, il y a des gens qui se forment, etc. Il y a peut-être plus d'opportunités de formation dans certains pays, mais finalement, les boîtes qui font du développement, etc., qui ont ce besoin, entre guillemets, des besoins techniques assez élevés, avec des standards, DevOps, qui veulent faire des choses, chez Microsoft, aujourd'hui, je vois en fait les ingénieurs en interne, tu te formes tout seul. On t'a accès en fait aux livres, etc. Tu te formes. Donc, qui disent, non, ma formation, on n'a pas accès, etc. C'est la même chose partout. Je passe la parole à Hamid. Premièrement, c'est les livres. On achetait les livres, en fait, il n'y avait pas de limite, entre guillemets, par rapport à ça. On dit Booktabat, physique ou là, en ligne, etc. Clean Code, les livres techniques, et tout. On faisait des formations, on demandait aux ingénieurs de préparer en fait des summaries, les livres où ils devaient présenter. Ou Tanik International Events, ce qu'on faisait, c'est que comme on n'avait pas les budgets, il n'y a pas d'événement international. Alhamdoulilah, qu'il y a un Algérie aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais typiquement, même si on va juste en France, on va pas aller très loin, juste en France, il y a beaucoup d'événements en fait qui se font, genre Scrum Paris, etc., des événements de ce type-là. Et c'est des événements qui peuvent être très intéressants. Donc, ce qu'on faisait, c'est que de temps en temps, on battait واحد من l'équipe, négocier هكذا budget, قال اسمع budget نخلصوا لك البيي شوف كيفاش نتفاهموا كيفاش تبات ولا عفسه هكذا ولا نقدروا نخلصوا l'hôtel. En tout cas, on essayait d'optimiser les budgets entre nous. نبعثوا واحد ويجيب l'information ويجي. On essayait de faire ça aussi. Donc ça, c'était intéressant. Voilà, à toi. Voilà, donc, bon, les recommandations, donc, je sais pas, aujourd'hui, oui, لازم لك product owner, scrum master et tout. Bah, si vous n'avez pas les moyens d'en recruter, déjà, par expérience, je suis recruteur depuis 3 ans et sincèrement, il n'y en a pas. Et c'est vraiment très rare, surtout en Algérie. Et avec le départ massif les développeurs à l'extérieur, à l'étranger. Donc, s'il n'y en a pas, bah, il n'y a pas d'excuse. On peut les traîner en interne. Bah, c'est ce qu'on fait, Hnaya. Donc, on recrute des gens intelligents. On recrute des ingénieurs. Bah, laissez les ingénieurs travailler. C'est tout. Donc, on n'est pas là en train de, donc, je suis pas directeur ni CTO, donc, pour donner des ordres, quoi que ce soit. Mais, loin de ça. Donc, en réalité, on est là pour manager les autres, pour les aider ou bien les former pour faire leur job correctement. La même chose, donc it's better to be understand. Donc il y a des gens qui vous disent oui, mais il faut recruter, sinon vous n'avez pas arrivé à livrer vos produits et tout. Mais en fait, je préfère être moi personnellement et mon équipe, donc je préfère être sous-effectif avec des gens bien, donc qui font du bon boulot, des gens intelligents qui font avancer le travail et qui vont m'aider et qui vont aider l'entreprise à avancer, à réaliser les projets, que d'avoir des gens à pousser, à rentrer dans, par exemple, le micro-management. Et enfin, il n'y a pas de l'excuse تاع les Algériens قاعد يقول لك وي المعلم ما حابش ولا باش انا الماناجر تاعي عيان ولا ما نقولها بالدرجه directement. Bah, il y a toujours une part de responsabilité. Je m'excuse, désolé, mais il y a toujours une part de responsabilité. Je suis manager, mais il y a des éléments, on travaille tous ensemble et oui, c'est la faute à la direction, à l'entreprise, on peut toujours changer quelque chose. Bah, ça s'applique pour le pays, ça s'applique pour tout en réalité, sans rentrer dans d'autres de débats. Mais bon, quand même, on a eu la chance d'avoir Louay et Tariq qui était quand même assez ouvert d'esprit. C'était quand même Exactement. Mais non, je parle dans un contexte assez global, quoi.
Très bien, messieurs. Merci pour votre retour d'expérience. J'inviterai les participants donc à revenir vers vous pour toutes les questions qui ont été posées. Je vous invite à contacter Hamid Abdeslam par LinkedIn. Voilà. Donc sachez que l'enregistrement de ce Rex et la présentation pourront être donc partagés après l'événement. Voilà, donc je vais désormais lancer le sondage d'avant-fin d'avant-fin du Rex. Voilà, je vous invite s'il vous plaît à y répondre. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Donc, merci pour ce retour d'expérience emploitique. Donc, effectué par Abdeslam, donc qui avait été CTO chez Emploitique, qui a quitté et donc aujourd'hui c'est Hamid le CTO. En tout cas, on vous remercie pour cette synergie. Et donc, je vous invite, participants, donc à aller sur une autre session de Rex ou de conférence ou de workshop. Merci à tous. Donc, sachez aussi que donc après cette troisième phase, donc à compter de 17h55, donc je vous invite à nous rejoindre sur la session de clôture. Et il va y avoir à ce moment-là 7 cadeaux, donc 7 formations qui seront offertes. Par nos différents sponsors. Et donc, le tirage au sort sera effectué sur la session de clôture pour les personnes qui resteront avec nous jusqu'au bout. Très bien, je vous dis au revoir, à bientôt, ma'a salama. Merci, merci. Merci, au revoir.